Sur les dispositifs mis en place dans le texte, il est évident qu'à eux seuls, ils ne suffiront pas du tout à atteindre les objectifs. Si on prend la question du bâtiment, il y a des objectifs ambitieux de rénovation du bâtiment. Ça correspond d'ailleurs aux conclusions des travaux de l'ADEME. L'ADEME est assez claire sur ce sujet. Si on veut arriver aux objectifs de 2050, il faut mettre tout l'accent sur le bâtiment. Il faut faire effectivement 500 000 rénovations par an. On en est loin, on en est à des années-lumière de ce chiffre. Chaque gouvernement a dit « moi je vais faire 300 000, moi je vais faire 400 000 rénovations ». Honnêtement, on n'a jamais réussi, jamais. Et pourtant, on a tous, et ils reprennent exactement les mêmes dispositifs que ceux que nous avions utilisés. Alors la nouveauté, c'est effectivement un système d'obligation de travaux énergétiques, de rénovation énergétique, en cas de travaux importants sur un bâtiment, et encore si c'est économiquement soutenable. Sauf que comme on renvoie à des décrets ou à des actes réglementaires pour mettre en œuvre cette disposition, ça peut être très ambitieux ou ça peut être tout à fait anecdotique. D'expérience ministérielle et d'expérience de hauts fonctionnaires, parce que j'ai eu la chance aussi d'avoir été chef de bureau dans l'administration, je pense que tout particulièrement dans le domaine du bâtiment, renvoyer à un acte réglementaire et un décret est toujours une mauvaise idée, parce que les situations varient énormément, déjà en fonction des zones climatiques, en fonction du type d'habitat. Et ce qui est pertinent à un endroit ne l'est pas systématiquement à un autre endroit. Donc ce serait plus logique de renvoyer, ça fait partie des positions qu'on porte dans notre parti aussi, de dire que le législateur pourrait voter des lois, mais que par contre les actes réglementaires ou à nature réglementaire, la manière de les appliquer, devrait être renvoyé tout particulièrement au territoire, soit les régions ou les intercos, ça dépend là aussi des lieux, notamment dans le domaine du bâtiment et de l'urbanisme. Et que ce serait beaucoup plus pertinent, parce que sinon, on arrive, comme ce qu'on a fait systématiquement, à des décrets ou des arrêtés qui sont extrêmement ficelés. Ce qu'on avait fait quand on avait mis en place le crédit d'impôt développement durable, on avait exigé des bouquets de travaux pour réaliser, pour que ce soit éligible. Ce qui était logique, puisque c'était même dans les recommandations de l'ADEME, en disant ça ne sert à rien de juste changer des fenêtres si vous n'avez pas une logique globale sur la maison. Vous savez, à l'ADEME, on dit toujours qu'une maison bien isolée, elle doit avoir un bonnet, un pull et des chaussettes. Donc isolée par le toit, par les murs extérieurs et par le sol. Le sol, c'est assez rare, difficile de le faire. Et donc c'est pour ça qu'on avait préconisé ces bouquets de travaux. Sauf que ça avait tellement été bien ficelé sur le plan réglementaire que de fait, peu de travaux devenaient éligibles au dispositif de crédit d'impôt développement. Ensuite, il y a des dispositifs. Bon, la mise en place du fonds de garantie pour la rénovation énergétique est plutôt une bonne chose. Ça a été souhaité par beaucoup d'acteurs. Ensuite, dans le domaine des transports, on est beaucoup sur... alors là, pour le coup, on est vraiment sur de la déclaration. Dans le domaine des transports, je ne vois pas objectivement ce qui va clairement faire évoluer le dispositif. Surtout qu'on donne un signal politique inverse avec l'abandon de l'écotaxe poids lourd, on pourra en reparler j'imagine, mais on donne un signal politique inverse dans le domaine des transports. Sur la question du bâtiment, que ce soit les 38% qui avaient été adoptés dans le Grenelle, ou ici les 50%, ils sont fondés sur les études de l'ADEME. Je ne me permettrai pas du tout de dire que l'ADEME est un organisme démagogique ou populiste, loin de là. Et il y a des experts qui, après tout, ont autant de légitimité à s'exprimer que d'autres experts dans d'autres instances qui portent d'autres intérêts. Simplement, ce que dit l'ADEME, c'est que pour atteindre cet objectif, il faut mettre le curseur au maximum sur la rénovation, qu'elle soit, et sur l'usage des énergies, qu'elles soient électriques ou thermiques. Bon, le problème, c'est l'usage des énergies électriques. C'est sur les énergies électriques, avec le développement des usages dits spécifiques, on a à chaque fois ce qu'on appelle l'effet rebond. Et finalement, on n'aboutit jamais réellement à une baisse importante des consommations d'énergie. Et l'honnêteté oblige à dire que si on se félicite d'une réduction de la consommation d'énergie dans le bâtiment aujourd'hui, qui peut me garantir que ce n'est pas l'effet de la crise?
qui peut me garantir que ce n'est pas un effet collatéral et non souhaité de la crise qui viendrait cautionner le discours selon lequel l'écologie, oui d'accord, ça marche, parce que quand on est en crise, on est obligé d'économiser finalement. C'est un vrai sujet. Comme quand on me dit la France c'est formidable, on a réussi à réduire nos émissions de gaz à effet de serre depuis 1990, on tient nos objectifs. D'accord, la réalité c'est que c'est la désindustrialisation. Quand vous faites l'empreinte carbone complète de la France, en réalité on a continué à augmenter nos émissions de gaz à effet de serre. D'où l'intérêt d'ailleurs d'une TVA sur les produits importés, une contribution carbone sur les produits importés. Donc c'est possible. Simplement, effectivement, mettre le curseur au maximum suppose des investissements. Ce qu'on n'avait pas mis en place à l'époque, c'était ce système de fonds de garantie et de tiers-financement qui peut être extrêmement pertinent dans le domaine du bâtiment. C'est une recommandation d'ailleurs de Philippe Pelletier, qui est responsable du plan bâtiment. Deuxième question, est-ce que ce texte est trop carbocentré? Est-ce que c'est un problème, en d'autres termes? Moi, j'ai toujours été très partagée sur cette idée de multiplier les objectifs d'un texte. Je pense que chaque outil doit avoir un objectif et qu'on ne peut pas multiplier les objectifs par outil, que ce soit l'outil fiscal ou l'outil de la dépense fiscale. Donc, en l'occurrence, qu'il soit très carbocentré, en soi, c'est pas. Moi, je ne trouve pas trop carbocentré. Je pense qu'à l'inverse, par rapport au Grenelle, il a plus d'objectifs de réduction de consommation d'énergie. Il y a aussi un intérêt pour le pays, hein, puisque si on réduit la consommation d'énergie dans le bâtiment, ou dans certains secteurs, c'est aussi, parce qu'il faut être honnête, qu'on sait que si on développe le système du véhicule électrique ou du véhicule hybride, il va falloir aussi satisfaire la demande. Donc, et ça, les perspectives nous montrent très clairement qu'on ne va pas nécessairement vers une réduction globale de la consommation d'énergie. C'est pour ça qu'il y a autant de débats autour de cet objectif. Donc non, je ne trouve pas qu'il soit trop carbocentré. Vous savez, on avait eu cette polémique à l'époque autour du bonus-malus sur le véhicule. On nous avait dit, bah oui, mais votre bonus-malus, il est uniquement CO2 et il ne tient pas compte des particules. En fait, il faut séparer les deux outils. On peut avoir un bonus-malus qui soit effectivement ce qu'on avait pris comme pari alors, à l'époque, c'est que le bonus-malus était effectivement en fonction du carbone et que la réglementation, elle, devait traiter la question des particules. Ensuite, tu évoquais les faiblesses du texte, comment corriger les faiblesses du texte au Sénat. Alors, je vais parler très clairement, très clairement. Les premiers textes qui vont arriver au Sénat avec la nouvelle majorité, ça va être les deux lois de finances, la loi de finances et la loi de financement de la sécurité sociale. Ensuite, il y a sans doute la réforme territoriale et après, il y a ce texte. Ce sont 4 textes très politiques, très politiques. La loi de finances, c'est évident. La réforme territoriale, quand on est au Sénat, c'est très politique. Et la question de l'écologie, à mon grand regret, est redevenue une question de clivage politique. Donc je ne suis pas certaine que l'ambition des uns et des autres au Sénat soit d'améliorer le texte. Je pense que dès lors qu'en plus il y a le sujet qui est extrêmement, qui est un marqueur assez fort du nucléaire, qu'on avait volontairement écarté du Grenelle parce qu'on ne voulait pas que les débats soient justement centrés sur cette question, et que nous on avait des orientations très claires, on ne discutait pas la question du nucléaire à l'époque. Alors on va commencer par la question du bâtiment et peut-être répondre d'emblée à la problématique effectivement de la maîtrise d'œuvre et du fait qu'elle ne soit pas citée dans cette loi, maîtrise d'œuvre et architecte. Alors de mémoire, c'était déjà le cas dans le Grenelle. Et on s'était dit qu'on ne l'avait pas traité explicitement parce qu'on avait pensé que l'obligation de faire des bouquets de travaux pour pouvoir bénéficier des aides allait de facto réorganiser la profession qui aujourd'hui n'est pas organisée de cette manière. J'ai moi-même fait des travaux de rénovation chez moi, donc j'ai pu goûter aux délices des travaux de rénovation.
et que de facto donc, ces obligations de boucler de travaux allaient réorganiser la profession. De fait, ça n'a pas été le cas parce que le succès du système n'a pas été à la hauteur de nos espoirs. Et de fait, effectivement, la profession aujourd'hui n'est pas réorganisée autour d'entreprises qui auraient l'ensemble des compétences et pourraient assurer la coordination de l'ensemble des compétences. Donc oui, ça, et c'est un élément central. Parce que ce que vous évoquiez tout à l'heure sur la nécessité de cibler les travaux et leur retour sur investissement, parce que c'est quand même ça qui est central, l'objectif c'est qu'on puisse avoir un retour sur investissement dans les 7 à 10 ans, est très différent d'un endroit à un autre, et très différent en fonction des maisons. Donc ça c'est ce qu'on avait vu nous quand j'étais à l'ADEME. Il y a des cas même où les travaux de rénovation n'ont pas d'intérêt parce que le retour sur investissement pour le particulier se ferait à une échelle de temps qui est incompatible avec sa propre vie. Donc ça c'est un manque central. Après, comment est-ce qu'on peut le réintégrer dans le texte? Mais bienvenue aux amendements, on peut en discuter effectivement pour voir si on peut le réintégrer dans le texte dans le cadre de sa deuxième lecture, si on peut avoir un travail politique efficace au Sénat, parce que c'était déjà quelque chose qu'on avait identifié dans le Grenelle 1 et qu'on avait identifié comme une des difficultés majeures. Après, est-ce que la profession est aussi disposée dans le domaine du bâtiment, est-ce que les professionnels du bâtiment sont aussi disposés à s'orienter vers ça? C'est pas toujours le sentiment que j'ai, ça dépend en fait des deux, ça dépend des fédérations. On ne va pas rentrer dans le sujet directement, enfin, on pourra en reparler si vous voulez, et ce serait intéressant. Je ne sais pas comment on peut l'intégrer dans le texte. C'est pourquoi dans la loi, il est explicitement dit qu'à l'occasion de travaux importants sur un bâtiment, il y aurait effectivement une obligation de rénovation thermique ou énergétique. C'est plutôt bien. Je trouve que ça avait déjà été évoqué, discuté dans le cadre du Grenelle, il y avait eu ça, et puis il y avait eu l'obligation, l'idée de porter une obligation de travaux aussi en cas de changement de propriétaire. Comme on a une autre problématique qui est celle de la fluidité du marché et de la construction, on ne l'avait pas intégré dans le texte. Il y avait des oppositions assez fortes. Donc ça, c'est plutôt un point positif du texte, je trouve. Troisième question sur le bâtiment, et là je reviens à M. Masson, sur la question de la gestion de l'énergie et des process. Alors ça oui, c'est vrai qu'en France, alors c'est je pense en plus très très lié à notre système administratif. Parce que nos bureaux qui s'occupent du bâtiment et de l'urbanisme, la fameuse DGHUC, la fameuse, sont effectivement totalement centrés sur les questions des travaux, pas du tout sur celle des process. Et c'est d'autant plus étonnant qu'on a la Schneider Electric, par exemple, pardon, j'ai des concurrents ici, qui fait énormément de choses, qui sont très bien intégrées dans d'autres pays, qui vont réussir à se faire entendre dans d'autres pays, et très peu chez nous. Alors même qu'ils ont des dispositifs qui permettent de réduire jusqu'à 20% la consommation d'énergie, alors même qu'on sait aujourd'hui que le problème central est celui des usages spécifiques et de ce qu'on appelle l'effet rebond, donc c'est encore plus d'intérêt. Le retour d'expérience nous montre que plus que jamais la question des process est une question, et la question fondamentale si on veut réussir à atteindre l'objectif de réduction des consommations d'énergie. Donc oui, ça c'est aussi un manque, et qui était déjà un manque dans le cadre du Grenelle, et en tout cas dans le cadre de la loi dite Grenelle 2. Loi qui effectivement avait été, et c'est là, c'est un vrai problème politique, c'est que quand on est obligé d'arriver à l'aspect technique d'une loi, et nos lois sont très techniques, sont vraiment très très techniques, bah, ce sont les administrations qui prennent la main. Et très honnêtement, nous politiques, on n'a pas la compétence suffisante pour dire ça marche, ça marche. Enfin, je pense que tu as eu la même expérience. On est très vite ficelé. D'où la proposition qu'on fait de dire il ne faut pas se lier les mains justement, il faut renvoyer les actes de mise en œuvre aux acteurs de terrain pour éviter d'être complètement l'otage de nos différentes administrations.